Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube de France 24 et tous les podcasts. Mes invités reviendront sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Vous avez connu beaucoup de changements dans votre vie. Vous avez été journaliste. Vous avez eu des responsabilités politiques comme maire et comme député. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2002. Aujourd'hui, vous êtes écrivain, essayiste, militant écologiste et vous restez une référence pour l'écologie. Et parmi vos nombreux ouvrages, Changeons le système, pas le climat, Noël Mamère, Patrick Farbiaz, aux éditions Flammarion. Mais avant de commencer cet entretien, vous vouliez revenir sur deux hommages, celui rendu en France à Robert Badinter et celui rendu aux États-Unis à Charlie Kirk par Donald Trump. Oui, en effet, parce que ces deux événements disent beaucoup de notre monde d'aujourd'hui. Robert Badinter panthéonisé, c'est comme si on avait d'une certaine manière enterrer les valeurs universelles qu'il a passé sa vie à défendre et que nous sommes encore assez nombreux, mais pas assez, à vouloir promouvoir aujourd'hui. Et Charlie Kirk, c'est l'expression d'un autre monde, c'est-à-dire le contraire des valeurs que défendait Robert Badinter. Et vous avez vu d'ailleurs la vitesse avec laquelle il a été en quelque sorte transformé en icône mondiale par toutes les extrêmes droites d'Europe et du monde. Et cela en dit long sur la manière dont est en train de se propager comme une sorte de poison cette idéologie de l'extrême droite, le refus de l'autre, la xénophobie, l'homophobie, le racisme, le suprémacisme blanc, tout ce que l'on voit d'ailleurs synthétisé aujourd'hui par Trump aux États-Unis et qui gagne petit à petit nos démocraties en les minant. On voit d'ailleurs que même dans notre pays, en France, il y a non seulement une colonisation du langage de l'extrême droite sur la droite. Souvenons-nous de M. Retailleau qui nous expliquait que l'état de droit finalement c'était quelque chose qui pouvait être revu et on voit bien qu'il y a une porosité très importante entre ce qui était pendant longtemps la droite républicaine et aujourd'hui l'extrême droite, et c'est vrai qu'on est en droit de s'inquiéter sur cette espèce de grande fatigue démocratique à laquelle nous assistons, et c'est le moment pour tous ceux qui défendent des valeurs humanistes, et pas simplement pour la gauche, la famille politique à laquelle j'appartiens, de se réveiller, de se réarmer pour éviter le pire qui risque de venir. Ça sera la conjugaison, en quelque sorte, du chaos climatique et du chaos politique. Ça fait beaucoup pour une génération. Et vous parlez d'état de droit et Donald Trump, après l'ancien directeur général du FBI, James Comey, s'en est pris à Laetitia James, la procureure générale de New York. Pas simplement ça, et le dernier événement en date, c'est sur cette chasse aux sorcières qui est lancée par Trump et son administration. C'est ce professeur spécialisé dans l'antifascisme, Bray, qui a été contraint avec son épouse de quitter, comme un voleur d'une certaine manière, les États-Unis pour s'installer en Espagne, parce qu'il était victime notamment des attaques multiples et même de menaces de mort de ceux qui tournaient autour de Charlie Kirk, celui qui est présenté comme une icône et qui défendait des idées ultra-conservatrices et dangereuses. Turning Point, ça s'appelait son association, qui est en fait plus qu'une association, mais une boutique qui gagne beaucoup d'argent. Alors revenons à notre entretien, à notre émission consacrée au changement dans la vie. Quand on dit Noël Mamère, on pense écologie. Mais vous dites que vous êtes un écologiste, pas un ayatollah. Que voulez-vous dire par là ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a souvent confondu nos adversaires, en tout cas, qui malheureusement deviennent maintenant nos ennemis, ce qui est dangereux dans une démocratie. Nous ont toujours considérés comme ceux qui voulaient un monde à imposer à tout le monde, à l'ensemble de la société. C'est pour ça qu'on a été souvent présentés comme des ayatollahs. Et avec le recul, on s'aperçoit que ce que nous disions il y a 40 ans, lorsqu'on nous traitait effectivement de Cassandre, de défenseurs de la bougie contre le progrès, et d'ayatollah, de Khmer vert, un mot qui revient et qui date des années 70, on s'aperçoit aujourd'hui que ce que l'on disait, c'est ce qui est en train de se passer. Donc les utopistes sont du côté de ceux qui veulent maintenir le statu quo et un système qui nous amène dans le mur, et les réalistes, ce sont les écologistes qui essaient de regarder le monde tel qu'il est et d'apporter des réponses qui soient des réponses démocratiques et non pas des réponses autoritaires. Et le problème devant lequel nous sommes aujourd'hui, c'est bien celui-là, c'est que si nous attendons trop
et si nous laissons le dérèglement climatique qui a des conséquences sanitaires, environnementales, en termes d'inégalité et en termes de société, si on le laisse avancer, nous n'aurons plus les moyens de répondre et d'apaiser, si vous voulez, d'apporter des nuances à ce dérèglement climatique et des réponses. Nous n'aurons plus les moyens de le faire de manière démocratique, mais ce sera de manière autoritaire. Et ça, nous ne le voulons pas. C'est la raison pour laquelle il faut s'acharner à expliquer chaque fois qu'on en a l'occasion, comme aujourd'hui, à dire que l'écologie et la démocratie sont intimement liées. Il ne peut pas y avoir d'écologie s'il n'y a pas de démocratie. Et du coup, c'est paradoxal parce qu'on assiste à un rétropédalage sur l'écologie en Europe et en France. Et bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle le déni. C'est ce que j'appelle le déni. C'est-à-dire on voit, on sait ce qui se passe. On voit ce qui se passe. On a toutes les données des scientifiques pour nous dire ce qui est à l'œuvre. Mais on ne veut pas le regarder parce qu'il y a une somme d'intérêts qui font que ces intérêts-là ne veulent pas que les choses changent, mais c'est pas simplement ça. C'est aussi c'est quelque chose de très psychanalytique d'une certaine manière. C'est qu'on a peur de regarder où sont nos responsabilités. Et lorsqu'on regarde les choses en face, alors ça devient vertigineux et notre responsabilité est énorme dans ce qui est en train d'advenir et qui est toujours conjugué d'ailleurs avec la question des inégalités. Mais les pays européens, là, en ce moment, par exemple, ils augmentent leur budget militaire en diminuant celui de l'écologie. Tout cela fait au nom de la sécurité et on a l'impression que la sécurité environnementale, elle passe au second plan. Contrairement à ce que disent une tradition de droite et d'extrême droite, la première des libertés, c'est pas la sécurité. La première des libertés, c'est la liberté. C'est ça qu'il faut d'abord défendre. Et au nom de cette inversion un petit peu orwellienne, selon laquelle la sécurité serait équivalente à la liberté, eh bien nous assistons effectivement à des reculs. C'est une sorte de faillite intellectuelle et même de faillite morale à laquelle on assiste aujourd'hui, avec des gouvernements qui ne sont pas capables de mettre en œuvre des politiques publiques qui résistent au dérèglement climatique et plus largement au chaos démocratique qui est en train de venir. Donc il porte une responsabilité très importante. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de regarder comme ça, impuissant, effrayé, désespéré. Et c'est la preuve que si les sociétés ne se mobilisent pas, rien ne changera. Donc ça part du bas, hein. Comme disent les Anglais, c'est bottom-up. Les sociétés ont toujours changé par le bas et pas par le haut. Quand elles changent par le haut, ça apporte des régimes totalitaires. Mais pour les gens, la fin du mois, Noël ma mère, elle passe avant la fin du mois. Mais bien évidemment. D'ailleurs, pour beaucoup, chaque fin du mois se transforme en fin du monde. Mais il faut peut-être qu'on explique que c'est à ces personnes-là, à ces familles-là, qui ne savent pas comment terminer le mois, qu'il faut qu'on explique que l'écologie, c'est un outil d'émancipation, de libération et de lutte contre les inégalités. Mais regardez quels sont aujourd'hui les marqueurs principaux de la pauvreté. C'est le diabète et l'obésité. C'est lié à quoi? C'est lié à la malbouffe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On défend l'agroalimentaire contre l'agriculture biologique. On défend des... J'écoutais à la radio comme vous sans doute et je lisais dans les journaux un certain nombre de communes dans l'Ardenne, dans les Ardennes par exemple, qui n'ont plus d'accès à l'eau potable parce que les capteurs d'eau potable sont empoisonnés par ce qu'on appelle les PFAS, c'est-à-dire les contaminants éternels. Mais c'est lié à quoi? C'est lié à un certain mode d'agriculture. Et c'est pourtant celui-là que l'on défend et que défend la FNSEA contre ceux-là même qu'elle prétend protéger. Alors vous avez été député européen, candidat à l'élection présidentielle en 2002 et vous avez réalisé le meilleur score des Verts à cette élection. Puis vous avez changé, vous avez refusé catégoriquement d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi ? Alors pourquoi ai-je refusé? D'abord parce qu'il y avait d'autres candidats qui voulaient se présenter. Et puis parce que je considérais que je n'avais pas vocation à devenir le candidat des Verts à chaque élection qui se présentait. Donc je crois beaucoup au renouvellement. Si j'ai renoncé à mes fonctions de maire en 2017 avant la fin de mon mandat, qui s'est terminé en 2020, après 28 ans à la tête de la mairie de Bègles, c'est bien parce que je considérais qu'il faut laisser la main. Enfin, j'ai vu trop d'hommes politiques, surtout des hommes, pas beaucoup de femmes.
J'ai vu beaucoup trop d'hommes politiques finir de manière pathétique à force de s'accrocher. Et donc ça, je ne le voulais pas. Puis je pense que la vitalité démocratique, elle est aussi liée au renouvellement politique et au fait que les représentants, que ceux qui nous représentent aussi la diversité sociale. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, si vous regardez l'Assemblée nationale ou le Sénat, ce n'est pas le reflet de la diversité sociale. Il y a ceux qui sont politique. Il y a ceux qui, bien sûr que non, il y a ceux qui sont invisibles dans la société et qui le restent tout autant dans le monde politique. Donc, pour moi, cette expérience de l'élection présidentielle en 2002, je l'ai pris comme un cadeau que mon parti m'offrait, parce que défendre le projet de société auquel on croit devant l'ensemble du pays, je trouve que c'est un cadeau formidable. Et je considérais que j'avais été comblé. Et alors, vous vouliez toujours protéger la planète, vous voulez changer la Non, société. Protéger la planète, je pense que c'est une erreur sémantique de la part des écologistes. C'est pas la planète qu'il faut qu'on protège, c'est les hommes. Et protéger les hommes de ce qu'ils font contre la planète sur laquelle ils vivent. C'est-à-dire, c'est la question que posait Bruno Latour, c'est la question de savoir comment on habite le monde. Ah ben, on y habite mal, très très mal. Oui, c'est de savoir comment changer nos habitudes, nos modes de vie, non pas sous la contrainte, mais de manière délibérée et avec des débats contradictoires, avec de la démocratie. Comment on fait évoluer nos modes de vie pour qu'ils soient plus compatibles avec notre destin sur la planète. Et alors, vous en avez parlé, vous voulez changer la société, la vie de tous les jours. C'est pour ça que vous êtes devenu maire de Bègles en 1989. Est-ce que c'est le mandat que vous avez préféré, finalement ? Oui, bien sûr, c'est un mandat où, comme j'ai l'habitude de le dire, on est à distance de baffe avec les citoyens. Donc c'est un mandat très exigeant qui, quand j'étais journaliste, j'allais faire des reportages, notamment pour mon émission Résistance, où j'allais voir les victimes plus que les bourreaux. Je rencontrais des gens formidables qui m'ont beaucoup enrichi. D'ailleurs, notre métier, c'est un métier formidable parce qu'en fait, on est payé pour apprendre et apprendre des autres et on s'enrichit d'eux-mêmes. Et j'ai rencontré des gens formidables qui risquaient leur vie pour défendre leur liberté. Mais une fois que j'avais fait le reportage et qu'on avait diffusé l'émission, bah, je passais à autre chose. Alors que quand vous êtes maire, ça vous colle au brodequin. Et voilà, c'est matin, midi et soir et nuit quelquefois. Mais c'est en même temps passionnant parce que on retient des maires, bien souvent, ce qu'ils ont fait en matière d'urbanisme. On retient ce qui se voit. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire comment on a agi pour que des familles, des hommes, des femmes qui se considéraient comme exclus de notre destin collectif, comment on les a aidés à revenir dans cette communauté de destin. Et ça, c'est hyper important. Quand ils avaient la haine d'eux-mêmes, quand on a la haine de soi, on a la haine des autres. Et comment on vous transforme cette haine qui vous fait souffrir en autre chose, c'est-à-dire en réintégrant la communauté de destin. C'est ça le plus important. Et par exemple, vous êtes devenu très populaire en célébrant le premier mariage entre personnes homosexuelles le 5 juin 2004. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, quelles en ont été les suites ? Oh, ça serait long à raconter, alors je vais essayer de faire bref. D'abord, pourquoi j'ai célébré ce mariage ? Parce que, conformément à ce que défendent les écologistes depuis longtemps, parmi nos revendications et notre projet de société figure l'égalité des droits. Alors c'est parti comment ? C'est parti en janvier 2004 quand un jeune homme qui s'appelle Sébastien Nouchet a été grièvement brûlé à la suite d'une attaque homophobe. Et là s'est créé ce qui est un collectif qui s'appelait le Manifeste pour l'égalité des droits, avec un certain nombre de militants de la cause LGBT, dont Daniel Bourillot ou Didier Ribon, ou Caroline Mécari et quelques autres, et qui ont écrit un manifeste dans lequel figurait le mariage de personnes de même sexe au nom de l'égalité des droits, et ils ont demandé à un certain nombre de gens de signer. Je faisais partie évidemment des signataires. Ce manifeste a été publié dans Le Monde, a recueilli les signatures de personnes très prestigieuses, je pense entre autres à Jacques Derrida. Et puis, comme les Verts, nous étions et nous restons très engagés dans cette question de l'égalité des droits, qui est toujours un combat, qui n'est pas terminé, loin de là. C'est Didier et les autres sont venus me voir en
en me demandant si j'étais prêt à marier des personnes de même sexe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une conférence de presse à la mairie du 11e arrondissement, dont le maire était Jacques Bouteau, qui était le seul maire vert d'arrondissement de Paris à cette époque, Clémentine Autain, qui était adjointe au maire, Christophe Girard, qui était adjoint au maire. On a fait une conférence de presse pour dire, voilà, nous, on mariera des personnes de même sexe. Mais le maire de l'époque, Delanoë, Bertrand Delanoë, a interdit à Christophe Girard et à Clémentine Autain et à Jacques Bouteau de procéder à des mariages de personnes de même sexe. Dans une commune, c'est le maire qui attribue les délégations et qui peut les retirer. Sauf que moi, j'étais maire. Et donc, c'est moi qui donne les délégations ou qui les retire. Et j'ai dit, moi, je vais le faire. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je n'imaginais pas je savais bien que ça provoquerait des débats. Je n'imaginais pas une seconde que ça provoquerait, ça aurait une telle ampleur. Mais je ne regrette pas une seconde d'avoir procédé à ce mariage. D'ailleurs, les 2 gars que j'ai mariés, c'était pas des avocats, c'était pas des journalistes, n'étaient pas du 4e arrondissement. C'était 2 hommes très modestes, d'une classe sociale il y en a un qui était magasinier et l'autre qui était aide-soignant. Ils ont été difficiles à gérer, mais ça c'est pas le problème. J'ai reçu, je crois, à peu près 4000 lettres d'insultes. Un médecin signait chacune de ces lettres. À la 11e lettre, il a dessiné un four crématoire. Et le jour du mariage, De Villiers est venu se présenter devant la mairie. Il a mis les bras en croix devant les grilles de la mairie en disant non à lâcher en lit. Et il y avait des gens qui criaient les PD en camp de concentration. Voilà. Et il y avait des CRS pas très loin de la mairie, je voulais pas qu'on les voie, qui essayaient d'empêcher les opposants d'entrer dans la mairie, lesquels voulaient que ce mariage ne se réalise pas. Et on l'a fait dans des conditions assez croquignolesques. D'ailleurs, 2 réalisateurs ont fait un film qui s'appelle Marie à tout prix. C'est Yves Geland qui m'a suivi pendant 3-4 semaines et Jean-Michel Venmani qui a suivi les deux mariés. Et ça a donné un film qui montre très bien le combat qu'on a mené, y compris contre les journalistes d'ailleurs, et même contre le personnel politique. Parce que les journalistes disaient oui, Noël Mamère, il veut encore se montrer devant les caméras, c'est de la com. Mais il cherchait à tout prix à rencontrer les 2 mariés que l'on avait soigneusement cachés pour que ça n'augmente pas le bruit et la fureur. Bref, sur les 4000 lettres que j'ai reçues, j'ai reçu celle d'un jeune homme de 18 ans et qui m'a dit « Monsieur Mamère, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai pu dire à mes parents que je suis homosexuel. Ne serait-ce que pour cette lettre-là, je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. » Et je croyais avoir participé avec mes copains au recul de l'homophobie, et je me suis rendu compte malheureusement que ça n'a pas agi contre l'homophobie qui est toujours présente. Et je m'en suis rendu compte notamment au moment du mariage pour tous, 9 ans plus tard, avec ces manifestations de la Manif pour tous, on entendait des choses absolument effroyables. Et je pense que l'égalité des droits est un combat qui n'est pas terminé. Je suis fier, je le dis très sincèrement, d'avoir célébré ce mariage qui était un vrai mariage, puisque les mariés ont été considérés comme réellement mariés par les impôts pendant 1 an jusqu'à l'appel, et après nous sommes allés jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que pour nous, et pour Caroline Mécari qui était leur avocate, c'était un combat juridique aussi. Le combat de l'égalité des droits, c'est un combat juridique. Et donc, comme il y a eu le mariage, comme la loi a été votée entre-temps, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas eu à se prononcer. Donc, il y a quand même eu des et je suis très fier parce qu'un an plus... 2004, 2013, 2 hommes ont demandé à ce que je les marie à Bègle. Mais là, il n'y avait pas 150 caméras, pas de manifestants. Et je leur ai dit, voyez, vous avez vos 2 témoins, 3 ou 4 amis, ça se passe de manière banale, comme les centaines de mariages hétéros auxquels j'ai pu procéder. C'est aussi ça que je voulais. Alors, qui dit Bègle dit aussi rugby. Évidemment. Est-ce que vous aimez le rugby? Est-ce que vous partagez ces valeurs? Non seulement j'aime le rugby, mais
je me suis beaucoup occupé du rugby à Bègle parce qu'on a été champion de France en 1991. C'est un des moments les plus forts que j'ai vécu dans ma vie de maire. En face, malheureusement, il est décédé il y a déjà quelques années. C'était le maire de Toulouse, c'était Dominique Baudis. Et donc on était deux journalistes au Parc des Princes pour la finale de 91 qui a été gagnée par le CAB, qui s'appelait le Club Athlétique Béglé à l'époque. Et après 91, on est descendu aux enfers et il a fallu se marier avec le Stade Bordelais qui était le club de rugby des bourgeois bordelais. Après 150 ans de chauvinisme et 150 ans d'opposition. Et Alain Juppé d'ailleurs a été très bien dans cette affaire. Donc on a beaucoup contribué à ce que se crée l'Union Bègle-Bordeaux. Et Laurent Marty, le président, est arrivé. Regardez, aujourd'hui, on a une équipe absolument formidable. Donc j'adore aller au match de rugby. Je vibre pour le rugby, même si mon seul sport était l'escrime. Et j'adore tout ça. Et je veux même vous raconter, quand j'étais à Sciences Po à Bordeaux, on avait réussi à imposer que les galops d'essai, c'est-à-dire les épreuves, les examens blancs, n'aient pas lieu les jours de tournée des 5 nations. C'est vous dire. Je vois. Votre conception de la politique, c'est pas seulement le combat d'idées, c'est aussi l'action et la désobéissance civile. Vous avez participé à l'arrachage d'OGM avec José Bové et vous avez été condamné par la justice. Est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que la désobéissance civile non violente est un moteur formidable. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, cette réhabilitation de la désobéissance civile qui montre d'ailleurs ses effets qui quelquefois se retournent contre ceux-là même qui ont organisé la désobéissance. Mais je regarde ce qui s'est passé en Malaisie, je regarde ce qui s'est passé au Maroc, je regarde ce qui est en train de se passer à Madagascar. C'est ce qu'on appelle la génération Z. Tous ces jeunes qui se mobilisent, ça a été aussi des manifs pour le climat, tous ces jeunes qui se mobilisent, ils le font de manière non violente. Ils désobéissent. Ils se font réprimer quelquefois en perdant leur vie, comme ce fut le cas à Madagascar et au Maroc. Mais la désobéissance civile, c'est un outil non pas ultime, mais ça fait partie des outils que l'on doit avoir dans son sac de militants pour essayer de changer le monde. Et vous savez, face à la non-violence, ceux qui veulent la réprimer ont quand même beaucoup disons qu'ils ne s'en sortent pas vraiment à la fin. C'est souvent la non-violence qui l'emporte sur la violence. Mais est-ce que ce n'est pas un outil à manier avec précaution? Est-ce que ce genre d'action ne remet pas en cause l'état de droit? Vous dites, l'État ne protégera pas la planète si les citoyens ne se lèvent pas. Bien sûr que, mais quand vous désobéissez pas au principe de l'état de droit. Vous croyez à la justice, et justement, si vous vous battez, c'est pour que la justice prime la force. Donc, la désobéissance civile, c'est se battre contre ce que l'on considère comme illégitime. Quand par exemple on vote des lois qui favorisent les OGM, on autorise donc des grandes sociétés multinationales comme Syngenta, Pioneer et Monsanto et autres à polluer les champs de nos paysans. On n'a pas le droit d'accepter qu'on transforme nos champs en paillasses de laboratoire. Donc vous voyez bien déjà comme ce qui se passe par exemple en Argentine avec la contamination des cultures traditionnelles. Et quand on soumet à la société un progrès technique, ce n'est pas à Huawei qui fait la 5G ou à Monsanto qui fait des OGM de l'imposer. C'est à la société de décider de ce qu'elle doit avoir dans son assiette. Et donc pour ça, il faut un débat démocratique. Et quand on a arraché un pied d'OGM à Mainville en 2004 avec José et les faucheurs volontaires, c'est bien parce qu'on disait il n'y a pas eu de débat démocratique. Donc puisqu'il n'y a pas eu de débat démocratique, alors on va aller devant la justice. Oui, on est là, on arrache un pied chacun devant les gendarmes. Messieurs les gendarmes, je vous demande de nous photographier et on va aller devant la justice pour s'expliquer. Eh bien, ça a eu des effets. Alors sur le plan politique, vous avez changé aussi. Vous étiez issu d'une famille de droite catholique et vous avez évolué à gauche. Oui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Je suis toujours à gauche, je suis toujours écologiste, plus que jamais. Oui, j'étais d'une famille de droite très pratiquante. J'ai été élevé dans les écoles privées, qu'on appelait à l'époque les écoles libres, avec mes frères et mes sœurs. Mes neveux le sont toujours d'ailleurs dans des écoles de ce genre. Et mes frères et sœurs sont plutôt pratiquants.
c'est pas un abandon et un rejet de ce que m'ont appris mes parents, parce que j'ai eu beaucoup d'amour pour eux, beaucoup de vénération pour ce qu'ils m'ont appris. Mais c'est une rencontre qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait porter un autre regard sur le monde. Quand je suis arrivé à l'université à Bordeaux en 1969, j'ai eu la chance de tomber, j'allais dire, tout habillé dans le groupe qui était autour d'un des grands penseurs, deux grands penseurs de l'écologie, que sont Jacques Ellul, qui a été mon prof à Sciences Po, et avec lequel j'ai milité, qui a fait la préface de mon premier bouquin, et Bernard Charbonneau. J'étais ami avec son fils, c'est lui qui m'a introduit dans ce milieu intellectuel. J'ai beaucoup fréquenté Bernard Charbonneau, aussi bien dans sa maison du Béarn qu'en Pays Basque. Et j'ai découvert ce qu'était une pensée réflexive. Moi, j'étais un petit peu dans la pensée triomphante d'une forme de catholicisme qui pensait avoir raison sur tout, d'une certaine manière. Et moi, j'ai appris le doute avec eux. J'ai appris... j'ai été très influencé dans mon parcours intellectuel et ça m'a complètement transformé, complètement. Ça ne veut pas dire pour autant que... Et je ne me suis pas inscrit au PS ni quoi que ce soit, parce que c'était pas du tout ça chez eux. C'était d'avoir une réflexion critique sur la société, sur la technique. Ellul est un des grands penseurs de la technique, sur le fait que, par exemple, c'est son bouquin La technique ou l'enjeu du siècle qu'il a écrit en 1954 et qui était très connu aux États-Unis et très peu en France parce qu'il avait été traduit par Huxley, et qui vous explique que la technique n'amène pas forcément le progrès humain et que lorsqu'elle n'est pas contrôlée démocratiquement, qu'elle prend son autonomie, elle peut se retourner contre le progrès humain. Regardez ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, dont on nous dit qu'elle va nous apporter le rêve et le paradis. Regardez ce qui se passe avec tous ceux qui proposent ce qu'on appelle le technosolutionnisme pour lutter contre le dérèglement climatique. Ben non, tout ça, on voit qu'on est au cœur de ces questions philosophiques, et derrière ces questions philosophiques se posent des questions démocratiques. Dans quel monde veut-on vivre et selon quel mode? Et quel contrôle? Évidemment, c'est la question du contrôle, pas simplement sur les politiques, qui dans cette histoire sont quand même vraiment en bas de l'échelle. La vraie responsabilité, c'est celle de ces multinationales, de ce qu'on appelle, de ce que certains intellectuels aujourd'hui appellent le technocésarisme ou le technofascisme, c'est-à-dire ce mariage entre l'argent, le mercantilisme et la tech. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le trumpisme. C'est une synthèse de tout ça. Vous avez commencé comme journaliste, très jeune, à l'âge de 21 ans. Est-ce que vous avez le sentiment, quelque part, d'être resté toujours un journaliste? Bien sûr qu'on reste toujours journaliste. On regarde toujours le monde avec ces yeux-là. J'ai commencé mon métier à 21 ans. J'ai toujours beaucoup de passion pour ce métier, même si je l'ai quitté pour m'engager dans la vie politique, pour mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. Il y a une expression que ceux qui nous écoutent auront déjà entendue. Être journaliste, c'est donner à voir pour faire comprendre. Donc, vous dites aussi c'est un sport de combat en vue de l'émancipation et de la justice. Oui, ça c'est plutôt le combat politique, mais le journalisme, s'il y a un lien entre la politique et le journalisme, c'est de lutter contre l'ignorance et contre la peur de soi. Le boulot d'un journaliste, le rôle d'un journaliste, c'est d'éclairer l'opinion d'une certaine manière, pour qu'elle se fasse une idée du monde, donc de lui apporter différents éclairages. Et c'est si on arrive à lutter contre l'ignorance, puisque tous les régimes totalitaires commencent par ça, à couper les robinets des outils d'information, etc. Regardez comment l'extrême droite et Bolloré se battent aujourd'hui contre l'audiovisuel des services publics. On sait très bien pourquoi. Quand on regarde ces news Europe 1 et autres outils de propagande de ce genre. Et quand on sait, quand on voit, on peut réfléchir, on peut se faire son idée, et on a de moins en moins peur de l'autre et de soi-même. Mais la politique, c'est ça. La politique, c'est lutter contre l'ignorance. C'est pas simplement faire du suivisme. C'est pas faire de la politique selon les sondages ou selon l'air du temps. Non. La politique, c'est avoir du courage, c'est lutter pour ce qui est juste et non pas, comme le disait Bush quand il a engagé la guerre contre l'Irak, c'est pas le bien contre le mal.
La politique, c'est pas apporter sa vérité. Quand on veut apporter sa vérité, on voit ce que ça a donné de l'autre côté du mur de Berlin pendant longtemps, on voit ce que ça donne en Chine. Par exemple, et je cite les lieux les plus emblématiques. Donc, le journalisme comme la politique, c'est essayer de donner à chacun d'entre nous, c'est de considérer en fait celui ou celle qui est en face pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente. Pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, la lutte contre l'ignorance et la peur de soi sont deux outils qui sont là pour renforcer la démocratie, parce que renforcer la démocratie, c'est renforcer le pouvoir de compréhension et de jugement du citoyen. C'est le rendre responsable et en faire un homme ou une femme debout. Ouais, mais le métier de journaliste, il a beaucoup changé. Alors, vous en avez dit un mot. Malheureusement, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution actuelle des médias? Comment voyez-vous l'avenir? Je ne vais pas faire l'ancien combattant qui disait c'était mieux avant. Nous aussi, on n'était pas dans les mêmes conditions. À l'époque où je présentais des journaux et je faisais des émissions, on n'était que deux grandes chaînes. Et il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube sur lequel on est aujourd'hui. Et il n'y avait pas les télés d'information en continu. Tout ça a contribué à éparpiller un petit peu les choses et à, je pense, non pas rabaisser, mais en tout cas réduire la fonction du journaliste dans la société. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et en plus, les journalistes sont confrontés à des conditions économiques qui sont pas faciles. Dans le métier de journaliste, c'est comme dans les autres métiers, hein. Il y a les aristocrates de la presse, du journalisme, et puis après, il y a les soutiers. Voilà. Et les soutiers, ils sont soumis à des conditions extrêmement pénibles, qui fait que s'exerce sur eux une forme de chantage, qui est souvent un chantage économique ou un chantage à l'emploi, qui les conduit quelquefois à des soumissions qu'ils ne voudraient pas, mais pour lesquelles ils ne peuvent pas faire autrement. Et le journalisme, il a joué aussi un rôle important. Le journalisme et le sport a joué un rôle important dans votre famille, puisque votre frère était journaliste sportif et votre fille, elle est également journaliste sportive. Alors, ce n'est pas ma fille, c'est la fille de mon frère, c'est ma nièce, Marie, ma mère. Pardon, oui, ouais. Marie, ma mère. Mon frère Jean était journaliste au sport, à Antenne 2. Il est mort malheureusement d'un cancer foudroyant à 45 ans, en 1995. Et des années plus tard, sa fille, Marie, est entrée au service des sports de France 2 maintenant, puisque ce n'est plus Antenne 2. Oui, c'est le hasard des choses. Hein. C'était mon petit frère, Jean. Donc il a un peu suivi son grand frère. Il a commencé le journalisme à Reims, à France 3 Reims, ça s'appelait à l'époque. Et puis il a rejoint le service des sports. C'était un gentil garçon, mon frère. Et vous, comment plus que ça. Et vous, comment vous êtes devenu journaliste à 21 ans? C'est très jeune, 21 ans. Je suis devenu journaliste à 21 ans. J'étais à l'époque, j'étais étudiant en droit à Bordeaux. Et j'étais vraiment très, très intéressé, plus qu'intéressé. Je voulais être journaliste. Et le hasard des rencontres de mon père fait que il connaissait très bien l'un des responsables de l'ORTF à Bordeaux, et ils avaient besoin d'un journaliste à Radio Côte Basque, à Bayonne, qui étaient l'ancêtre des radios locales. Ouais. Et donc, ils avaient besoin d'un traducteur des informations en anglais et en espagnol. Je n'étais pas très bon en anglais, mais plutôt bon en espagnol. Et donc, j'ai rejoint Radio Côte Basque. J'étais à Bayonne. Les locaux de la radio étaient dans le théâtre de Bayonne. Et j'avais une patronne, si je puis dire, qui était vraiment très gentille et qui ne s'est pas contentée de me laisser traduire les informations, mais qui m'a dit prends le Nagra et puis fais des reportages. Donc j'ai fait plein de reportages à Biarritz et ailleurs, et dans le Pays Basque. Et un mois plus tard, puisque j'y suis resté un mois, entre-temps on a eu un accident avec des techniciens de l'ORTF qui a fait coûter la vie, à eux comme à moi. Et la direction de France 3, de l'ORTF, puisque c'était pas France 3, m'a proposé de continuer à exercer le métier. Donc à Bordeaux, je faisais la radio. C'était génial parce que je me suis formé comme ça. Je faisais de la radio et de la télé. On faisait les commentaires en cabine pour les
des reportages qui venaient des correspondants, c'était des films en muet, c'était quand même la préhistoire. Et puis j'ai fait mes premiers reportages télé. Et moi, pendant des années, je n'ai pas eu de vacances. Mais mes vacances, chaque fois que j'avais des vacances universitaires, et il y en avait relativement souvent, je les passais à faire des reportages. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Alors, comme j'avais un regard critique lié à mon appartenance à ce groupe autour des Lulles et de Charbonneau dont je vous ai parlé, qui avait vraiment une espèce d'attirance-répulsion avec le journalisme, je m'étais dit, bon, je vais poursuivre une carrière universitaire tout en faisant du journalisme quand j'en ai envie. Et j'ai donc passé j'ai un doctorat pour ça, et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment le journalisme qui était pour moi le plus important. Donc j'ai été correspondant de Radio Monte-Carlo, ça s'appelait comme ça à l'époque, pour toute la région aquitaine. Et un de mes copains écolos, qui est décédé il y a déjà de longues années, militait aux côtés de Louis Berriot, qui était le rédacteur en chef de la rédaction d'Antenne 2, dont Jean-Pierre Elkabbach était le directeur. C'était en 1977. Il avait créé une association d'écologistes qui s'appelait Espace pour demain, qui consistait sur le modèle du National Fund en Angleterre, National Trust, pardon, à protéger le littoral de notre pays pour qu'il ne soit pas bétonné. Et il cherchait quelqu'un pour créer une émission qui s'est appelée C'est la vie, qui était la première émission généraliste traitant des questions d'environnement et de défense du consommateur et du citoyen. Et mon copain Pierre Lebaïf lui a dit, mais moi j'ai le gars qu'il te faut. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pour la deuxième fois de ma vie à Paris à venir le rencontrer. Je ne savais même pas où était la rue Cognac-G, enfin bref. Et au mois d'août, ça c'était au mois de juin, j'ai commencé mon métier. J'ai commencé à Antenne 2 et je crois que l'émission C'est la vie a commencé en septembre. Elle a duré 10 ans et je l'ai présentée pendant 5 ans avant d'être appelé par Pierre Lescure pour présenter le journal de 13h. Puis ensuite, après le 13h, faire Résistance. Voilà. Les trois périodes de ma vie de journaliste à Antenne 2. Alors, les 3 périodes formidables. Mais vous auriez pu aussi être chanteur et parolier, Noël Mamère. On vous écoute. Ah bon? Enfant de par là, j'avance une loi. Point dans l'estomac, tant pis pour les bourgeois. Les enfants de par là. Alors, c'est l'image qu'il faut regarder. Le cœur au bout des doigts, les souvenirs à nu. Les enfants de par là ont la mémoire des rues. Le cœur au bout des doigts, les souvenirs à nu. Les enfants de par là ont la mémoire. C'est bon, c'est bon. Alors, oui, vous êtes près d'une piscine, mais vous êtes... Oh, mais ça c'est dingue cette histoire. Mais alors vous allez me le raconter, mais vous regrettez pas de ne pas avoir poursuivi dans cette voie? Non, je regrette pas. C'est une histoire marrante, qui montre d'ailleurs vraiment l'évolution de la communication et des médias. En fait, quand j'étais jeune étudiant et jeune journaliste à Bordeaux, je chantais mes chansons, j'étais auteur, compositeur, interprète, ça s'appelait comme ça, dans un café-théâtre qui était d'ailleurs des tout premiers cafés-théâtres en France qui s'appelait l'Onyx, où a chanté d'ailleurs le frère aîné de Balavoine. Il s'appelait Bernard Balavoine. Et oui, il y avait des gens très bien. Isabelle Maillot qui a été connue après un petit peu. Bref. Et donc je chantais dans ce café-théâtre parce que j'aimais chanter et j'aimais écrire. Bon, les chansons ne resteront dans les placards, il vaut mieux pour elles et pour le public. Et vous avez une belle voix. Merci beaucoup. Et quand, avec mon équipe de C'est la vie, Monique Cara, Alain Valentini, Jean-Claude Alenic, comme dans toutes les équipes qui font des émissions quotidiennes, on se retrouve le soir, on fait des fêtes, enfin bon. Et chaque fois quand il y avait une petite fête, mes copains me disaient, Noël, chante-nous une chanson. Monique Cara et Alain Valentini quittent C'est la vie pour créer une émission, une des premières émissions d'entertainment l'après-midi sur Antenne 2. Et Monique me tanne pendant des mois et des mois en me disant, Noël, j'adore tes enfants de par là, il faut que tu viennes la chanter dans l'émission. Et je finis par... Je présentais, depuis peu de temps, je présentais le 13h, j'avais quitté C'est la vie. Et donc, je dis oui. Et le jour où je devais chanter,
L'émission se passait dans la piscine du 5e arrondissement et le réalisateur n'a rien trouvé de mieux que de m'habiller en peignoir et de me faire sortir de cette piscine pour chanter ma chanson. Je ne me suis pas rendu compte du tout parce que je suis totalement inconscient. Il y a plein de choses que j'aurais pas faites si j'avais eu conscience de ce que je faisais et de ce que ça pouvait entraîner comme débat et retour de bâton. Et l'émission est diffusée. Et là, dans la rédaction, dans les couloirs de la rédaction, je vois les copains qui se foutent de moi. Mais ça n'a duré que 24 heures. Cette émission, cet épisode a été oublié pendant près de 10 ans. Et puis arrive Internet. Et un internaute retrouve le truc. Et c'est devenu viral. Au point que chaque fois que j'allais dans une émission, exactement comme vous aujourd'hui, ah monsieur ma mère, je vais vous faire une surprise. Et je leur disais, je connais la surprise, c'est la chanson dans la piscine. Oui, mais là on parlait des changements dans la vie. Alors pour terminer rapidement, quels sont vos projets maintenant? Et vous n'êtes pas seulement le sage qu'on vient consulter, Noël Mamère. Disons que, alors, puisque vous parlez de changement et que cette émission est consacrée au changement, le vrai changement, c'est que pendant des lustres, enfin pendant longtemps, dans toute ma vie politique, j'étais la grande gueule, avec des gens qui ne m'aimaient pas du tout. J'étais celui qui était toujours dans le débat, ce qui est vrai d'ailleurs. Et je ne le regrette pas, parce que j'ai essayé de faire avancer les idées de mon parti, et celles auxquelles je crois. Et je suis passé du statut de grande gueule et d'emmerdeur à celui de sage, celui qui transmet. Mais la réalité, c'est celle-ci. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à donner ? Sinon de transmettre. Et donc mon plaisir, c'est à la fois de transmettre, et c'est aussi d'être au contact avec cette génération de jeunes activistes écolos, principalement des femmes d'ailleurs, qui sont les plus offensives. Et je suis très heureux quand je suis en contact avec cette jeune génération qui va nous bousculer, et c'est très bien comme ça. Sinon, qu'est-ce que sont mes projets? J'ai rien d'autre comme projet que d'essayer de rester curieux des autres et curieux du monde. Une qualité journalistique. Merci beaucoup, merci infiniment Noël Mamère d'être venu nous voir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouvez sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Et à très vite sur France 24. Merci à vous tous.